2013. Et je rappelle que ce monsieur n'est pas... Monsieur Amouche Pétio, ce n'est pas un baron du régime, c'est un expert en finance, c'est un banquier, il a fait la BCAO d'ailleurs, qui a été, je pense, sollicité venant du secteur privé pour venir redresser la société à l'époque. Et donc, il a fait son expérience, il a été confronté à des difficultés en interne, et ils ont dû partir. Je pense qu'il n'était pas le seul. Et depuis qu'il est parti de la société, c'est quelqu'un qui a un certain âge, il est un grand consultant international sur les questions de finance, d'énergie et tout ça. Donc, je pense qu'il est d'un certain âge. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est du régime, mais c'est quelqu'un qui est venu apporter son expertise. Ça n'a pas marché, il est parti, il est retourné dans son coin. Et donc, depuis qu'on a lancé cette histoire d'augmentation du coût et que ça a été matérialisé, il a fait plusieurs sorties. Et les gens ne commencent pas à dire, ah oui, il était où avant, pourquoi il n'avait pas agi avant. Mais c'est des gens, c'est quelqu'un qui écrivait depuis sur la société. Depuis longtemps. Il a écrit. Je vais vous le résumer avant que moi-même, je ne vous dise ce que je pense de la société. Sa sortie, comme il a toujours fait depuis des années, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. Il met sur la place publique les réalités, les sombres réalités de la boîte, ce qui se passe à l'intérieur de la société. Parce qu'il y est resté, il connaît la boîte, il connaît les pratiques, et comment les gens gèrent la société. Donc, il nous dit de façon substantielle que par rapport à ces réalités-là que lui décrit, l'État, à l'heure actuelle, n'a pas besoin d'augmenter le coût de l'électricité. Au contraire, l'État a besoin d'assainir le secteur. En assainissant le secteur, l'État peut valablement engranger des ressources pour combler, ne serait-ce que le vide ou les pertes que la société bénéficie, que la société crée. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est la trame de sa sortie. C'est vrai qu'il a mis le doigt sur certains ministres véreux qui ont participé à détruire la société, qui sont toujours qui sont toujours des ministres proches des fonds d'Assembée ou qui sont ses conseillers. On les connaît, on sait ce qu'il est en train de doiter. Je vais les citer bientôt, moi-même je prends la responsabilité de les citer, je les ai toujours cités, je vais les citer, mais lui il le dit à bout voilé. Nous connaissons ces gens-là, ceux qui ont participé à saquer la société, à saquer le secteur de l'énergie au Togo et à s'enrichir de manière insolente et à narguer les Togolais. Nous les connaissons. Donc, en réalité, l'exercice auquel il nous a soumis, c'est pour aider plutôt le gouvernement. C'est pour ça qu'il parle. Il dit la société n'a pas besoin, je résume, la société n'a pas besoin d'augmenter les coûts pour les tarifs. Au contraire, sous les conditions suivantes, la société peut être mieux gérée. On n'aura pas besoin d'augmenter les tarifs. Donc lui dit, on peut même baisser les tarifs. Si la société était mieux gérée et assainie, on peut baisser les tarifs. Donc on n'a pas besoin de les augmenter. Il dit, le personnel et la direction de la société ne doivent pas dormir sur leur laurier. Il a dit plusieurs fois. La société ne doit pas acheter du gasoil à la pompe avec des marges commerciales chez Cap, Togo, chez Total, chez je ne sais pas, Shell, je ne sais pas quoi. Vous imaginez que la société va chercher le carburant à la pompe pour faire tourner cette turbine. Vous savez que la société utilise je pense 3 catégories ou 4 catégories d'énergie. L'énergie hydroélectrique, donc à partir des barrages, l'énergie thermique, donc à partir du contour global qui utilise à la fois le gasoil ou le gaz, avec la centrale Kekeli. Et vous avez aussi l'énergie solaire. Je ne sais pas si le Togo, la société reçoit de la production de l'énergie solaire à partir de la centrale de Brita, mais ce sont
les matériaux de première catégorie que la société utilise pour produire l'électricité. Donc, sur la question du carburant, mais il dit que non seulement la société n'a pas besoin d'aller acheter le carburant à la pompe, mais il dénonce ceux qui pendant longtemps, dans les commandes du pétrole, ont fait du faux. La question des Adiakli revient ici. Ils n'ont pas fait du faux seulement dans la commande du pétrole, puisque c'est eux qui commandaient le carburant pour ravitailler et distribuer sur l'ensemble du territoire. C'est le réseau Adiakli qui le stockait à la STCE, à la STE là-bas, ou non, c'est eux qui stockaient le carburant. Mais ils faisaient aussi des magouilles sur le taux du dollar. Il dit aussi la même chose. Vous savez que le dollar que nous utilisons de façon ordinaire est différent parfois du dollar douanier. Le dollar au cordon douanier, le tout est différent. Et le rapport des inspecteurs d'État sur le pétrole Gate a relevé tous ces aspects. La manière dont les Adiakli, ils utilisaient le dollar, ils commandaient les trucs en dollars, ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire ils jouaient sur le dollar pour gagner beaucoup d'argent. Vous imaginez quand les gens commandent 100 000 litres de carburant, 1 million de litres de carburant, s'ils gagnent 2 centimes, 3 centimes sur le dollar, vous imaginez combien de millions ils gagnent? Ils notent ça. Donc, le scandale du pétrole Gate que j'ai dénoncé, dont les gens se sont réjouis quand on a condamné certains individus de certains partis politiques qui ont dansé, qu'on a condamné Ferdinand, ça nous rattrape. On est tous dedans aujourd'hui. Quand vous êtes incapable dans vos partis politiques de réfléchir, de faire des enquêtes, quand les journalistes font un travail sérieux, quand vous n'aimez pas la tête des journalistes parce que de temps en temps vous critiquez, vous souhaitez qu'on coupe la tête des journalistes. Aujourd'hui, vous êtes tous rattrapés. C'est tant mieux. On va subir. Quand les cours du pétrole sont à la baisse, ça aussi, ça concerne les Adiakli, il dit que, je résume toujours, il dit, la société doit donner ses besoins en carburant directement à l'État. Et c'est à l'État de porter le pétrole. Et non à la société d'aller l'acheter à la pompe chez Total ou chez Cap Togo. Il dit, quand les cours du pétrole sont à la baisse, comme c'est le cas aujourd'hui, sur le marché international, la société doit réagir. Si les cours atteignent des niveaux qui permettent de tourner contre global, bien au moins cher avant. Après ça, il reste les points qui fâchent. Il faut laisser les agents de la sécurité faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Vous connaissez la question de la fraude au compteur, notamment, pas seulement chez les particuliers, mais les industriels. Et il parle, et il évoque un aspect important, les transformateurs, que les industriels trafiquent, parce que ces transformateurs-là, les industriels en ont assez. Donc, il dit, je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux, et peu de fois font perdre à la société chaque année 20 milliards de francs CFA. C'est une estimation qu'il a faite en 2013. C'est-à-dire, en 2013 déjà, la fraude au compteur faisait perdre à la société 20 milliards par an. Estimons que de 2013 à ce jour, il y a eu plus d'industrie dans notre pays. Il y a plus de secteurs industriels dans notre pays. La PIE est venue. On a augmenté les capacités de la zone franche. Donc, des capacités de fraude au compteur. Il dit, la société doit obtenir des fabricants de compteurs, les logiciels, qui permettent de détecter sur chaque compteur le montant exact des fraudes et les dates auxquelles ces fraudes ont été perpétrées. Comment est-ce qu'une société qui fait beaucoup d'argent comme la société ne peut pas acheter des logiciels de ce genre pour contrôler la fiabilité de ce qu'il vend aux prestataires, à ses clients, et de vérifier les choses? Rien du tout. Enfin, il dit, je l'ai toujours puisé, il dit, je supplie la direction de la société de prendre les dispositions pour séparer les postes de transformateurs des entreprises pour les sociétés et pour que les sociétés n'accèdent plus à la partie réservée à la société pour perpétrer les fraudes. Et dire que ce sont les agents irresponsables de la société qui aident ces entrepreneurs véreux à construire ces postes de transformation non conformes aux normes de la société et aux normes internationales de sécurité. Ce faisant, la société récupérera un minimum de manque à gagner de 20 milliards de CFA par an. C'est seulement à ces conditions que la société peut relever la tête. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a dirigé ses sorties contre personne. Il a fait un diagnostic que nous tous nous pouvons faire. La chance que lui a eu, c'est qu'il a fait la boîte, il connaît les réalités, il connaît les chiffres, il connaît les données. Maintenant, on laisse de côté M. Amosou Petro. Revenons à nous-mêmes. Et
partagions les responsabilités. Je disais tantôt que pendant 60 ans ou pendant plus de 50 ans, les Togolais ont dépensé pour soigner les Nyasingbe, pour les entretenir. Les Nyasingbe au Togo sont comme des rois. C'est l'État qui les entretient, c'est les contribuables qui les entretiennent, c'est les Togolais qui subviennent à leurs besoins, en tout cas la plupart. Et ils vivent sur le dos de la République. Faure Gnassingbé est le président, jusqu'à la dernière, avant qu'il ne devienne PC ou PCM, pendant 20 ans, il est le président de la République. De vous à moi, est-ce que nous connaissons une résidence de fonction de Faure Gnassingbé? À part la présidence de la République, que ce soit à Kégué ou au bord de mer, est-ce que nous connaissons la résidence de fonction du président de la République? En temps normal, dans un pays organisé, le président de la République a une résidence de fonction. Le jour où il n'est plus président, il libère la résidence de fonction pour son successeur. On a déjà le cas des premiers ministres. Quand on nomme un premier ministre au Togo, ils ont une résidence de fonction, je pense à la cité OUA. Il y a Komla Mali qui était là-bas, il y a Gogo qui a été là-bas, il y a Klassou qui a été là-bas, il y a Tomega qui a été là-bas. Il y a une résidence de fonction du premier ministre à la cité OUA. Est-ce que nous avons une résidence de fonction pour le président de la République au Togo? On n'en a pas. Nous sommes tous d'accord qu'on n'en a pas. Alors, à partir de ce moment-là, parce que s'il y avait une résidence de fonction du président de la République, on sait jusqu'à quelle proportion l'État prend en charge ses besoins à l'électricité. Macron a une résidence de fonction. Et Trump a une résidence de fonction. Le président égyptien a une résidence de fonction. Le président sénégalais a une résidence de fonction. Le président ghanéen a une résidence de fonction. Donc on sait, si le président a une résidence de fonction, combien on dépense pour sa résidence de fonction. Ce sont les privilèges liés à la fonction qu'il exerce. Président de la République, tous ses besoins dans sa résidence de fonction sont pris en charge. S'il a une résidence secondaire, c'est aussi pris en charge. En dehors de ça, le reste, c'est à sa charge. Parce que l'État, la République, ne peut pas prendre en charge indéfiniment un président dans tous ses besoins. Donc il se fait qu'au Togo, le débat que je suis en train de mener là, ce que je suis en train de dire là, c'est une question très profonde. C'est une question de gestion de l'État. Ça recoupe plusieurs aspects. Ceux qui ne comprennent rien, ne venez pas vous mélanger ici. Ici, on parle des gens qui ont été à l'école, pas des gens qui sont allés faire l'école. Nous parlons de la gestion d'un État. Et comment est-ce que les gens qui ont la responsabilité de diriger un État, comment ils sont entretenus par l'État, donc les contribuables que nous sommes. Donc, un président de la République, il est pris en charge dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on doit connaître sa résidence de fonction. Donc, si on connaît sa résidence de fonction, on sait que l'État prend en charge l'eau, le téléphone, l'entretien, l'Internet, la sécurité. S'il a une seconde résidence, l'État le prend aussi en charge. À partir de la troisième résidence, on peut dire l'État ne prend pas ça en charge parce que c'est pour lui, c'est privé. Parce que la République, l'État, les contribuables ne peuvent pas se saigner pour entretenir les chefs d'État indéfiniment, sans limite. C'est pour ça que dans tous les pays, la Cour des comptes attire l'attention du président quand il dépasse la limite des fonds qui sont mis à sa disposition. Par exemple, en France, la Cour des comptes attire l'attention de Macron quand il dépasse les limites des dépenses qu'il ne doit pas faire. On l'interpelle directement en disant, vous êtes en train de dépasser le seuil qui vous a été fixé. Si vous avez 10 millions d'euros par an, si vous ne commencez pas à arriver à 9 800 000 euros, on ne commence pas à vous interpeller parce que vous êtes en train de dépasser la norme. Au Togo, personne ne connaît la résidence de fonction de Faure Gnassingbé.
Il a sa maison à la résidence de la Caisse, quand il est devenu président, il a agrandi sa maison en achetant les voisins, c'était pour des raisons de sécurité, d'accord? Donc, c'est sa résidence principale. Après, il a aménagé la résidence de son père, Lomé II, qu'il a incorporé dans les biens que l'État doit entretenir. C'était la résidence de son père. Donc, le statut qui est là-bas, personne ne connaît. Mais il a intégré ça dans les résidences que l'État entretient. Parce que toutes les factures de l'eau, de l'électricité, tout ce qu'on dépense à Lomé II là-bas, c'est pris en charge par l'État. Donc, nous, les contribuables. Ça fait deuxième résidence. Nous allons prendre les résidences de fort une à une pour que nous faisons le calcul de ce qui nous coûte à l'État en tant que président. Donc, on a Lomé II qui l'utilise, qui l'a rénové, qui l'a réaménagé, où ils ont mis beaucoup de moyens. Donc, c'est la résidence de son père. On ne connaît pas quel est le statut que cela a, mais il intègre dans les biens que l'État entretient, résidence de son père. À côté de Lomé II, il a construit un grand domaine qu'il construit depuis 15 ans, qu'il n'a jamais fini. J'ai une fois publié la photo de ce domaine-là. C'est à côté de Lomé II. C'est presque sur 3 hectares, je ne sais pas combien. C'est un grand domaine. Il n'a jamais terminé ça. Mais là-bas aussi, on utilise l'électricité. Troisième résidence. Écoutez-moi très bien. Après, vous avez Kakaveli. Son petit château qui est à Kakaveli. À côté de Kakaveli, là-bas, là où il y a le poste de Togo Télécom. C'est aussi une résidence qui consomme l'électricité 24 heures sur 24. Il y a des meubles là-bas qu'on ne doit pas. C'est une grande résidence. Il y a les militaires là-bas. Ça fait 4e résidence. Nous sommes toujours dans la capitale. Hein? Ça, c'est Fort Gnassingbé. Ça fait 4e résidence. On est dans la capitale. Quand vous arrivez à la caisse, la résidence de la caisse, vous voyez la pharmacie Yembla. En face de la pharmacie Yembla, il y a une villa qui a l'allure d'une villa banale, mais qui est construite avec une architecture qui ressemble un peu au sommet à un échafaudage de station d'essence, juste en face de la pharmacie Yembla. L'entrée de cette villa est à l'intérieur. C'est une villa qui a été conçue par Togocel ou Togocom au temps de Acha Dedi. Pratiquement, ils ont mis presque plus d'1 milliard pour construire cette maison. C'est une maison qu'ils ont achetée chez un particulier, 2 maisons, ils ont cassé, ils ont construit, ils ont mis des souterrains. Comme à la caisse, on ne fait pas en hauteur, ils ont mis du souterrain. Quand Denis Sassou Nguesso, tout ça, les gens là viennent, c'est là-bas ils restent. C'est aussi une résidence de Fort Gnassingbé qui est entretenue, carburant, tout par l'État, entretien. Vous allez à la plage. Vous allez à la plage. Toutes ces résidences qui sont entretenues par la présidence, qui sont des résidences dont on ne connaît pas les statuts. Est-ce que c'est des résidences privées du Fort Gnassingbé? Est-ce que c'est des résidences de son père? Est-ce que c'est des résidences de je ne sais qui? Si ce sont des résidences de son père n'est plus vivant. Pourquoi nous continuons pas à payer leur entretien? Si ce sont ces résidences à lui, il en a besoin de combien? Pourquoi nous continuons pas à entretenir tout ça? Donc, à El Avagnon là-bas, un grand domaine, entretenu 24 heures sur 24, courant, électricité, l'eau, tout. Internet, c'est à la charge de qui? Point d'interrogation. Vous continuez, vous arrivez à Kara. L'ancien château de Yadema, à Kia, il utilise. En face, il a construit notre résidence. Sur la route de Kouméa, il a construit un grand domaine, entretenu. À Défalé, il a construit. Sur la montagne, à Défalé. Là aussi, l'électricité, 24 heures sur 24. Comment l'appelle-t-on? À Kara. J'ai noté les 3 endroits à Kara. Le château de son père, la résidence qu'il a construite en face, sur la route de Kouméa. Il y a une résidence. J'ai appris qu'il y a une autre résidence que la dame de la caisse aurait construite aussi pour lui. À Défalé, sur les montagnes de Défalé, il a construit un chalet là-bas. Vous savez ce qu'on appelle un chalet? Il a construit un chalet dans la montagne là-bas. À Dapan, il en a construit. Alors, j'ai posé tout à l'heure la problématique de la résidence de fonction du président. Je ne suis pas contre que M. Fort Gnassingbé, s'il a de l'argent, qu'il construise 1000 maisons. C'est à lui. Il a le droit de construire 20 000, 30 000, 50 000 maisons s'il a l'argent. Mais de ces 20 maisons-là, combien l'État prend en charge en termes de besoins?
de ces 20 maisons, ces 30 maisons, ces 40 maisons, ces 10 maisons, combien de maisons l'État va prendre en charge en termes d'entretien? C'est là le problème. Et ça rejoint la problématique de la déclaration des biens. Parce que, si je suppose voilà qu'il a construit 13 maisons ou 14 maisons sur l'ensemble du territoire. Si celui qui le remplace, disons par exemple, je ne sais pas, un opposant, si l'opposant aussi doit construire 13 maisons en 10 ans, pour lui seul, l'autre qui vient construire 20 maisons en 10 ans, à quoi va ressembler la République? Donc, nous devons ouvrir le débat sur ce que nous coûte Faure Gnassingbé en termes d'entretien. C'est vrai, c'est lui le président de la République. En temps normal, il doit payer les impôts, comme tout citoyen. Mais nous devons ouvrir le débat sur ce que nous coûte Faure Gnassingbé en termes de dépenses sur le taux de l'État. Toutes les résidences que je viens de citer là, qui paye l'électricité là-bas? C'est lui ou c'est l'État qui prend ça en charge? Si l'État ne paye pas, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour la société? Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, dans la construction de ces maisons-là, on a obligé la société à doter certaines de ces maisons de groupes électrogènes. Parfois des groupes ont coûté 100 millions. On dit oui, que le président doit avoir l'autonomie énergétique à tout moment. On a acheté des groupes électrogènes, alors que la présidence a déjà un budget. On a demandé à la société de débloquer 100 millions, 150 millions pour doter certaines résidences de Faure Gnassingbé de groupes électrogènes, pas seulement de groupes. On a acheté des inverseurs. Après, on a dit que les inverseurs ne sont pas efficaces. On a acheté des onduleurs. Parce qu'on a dit, le temps où on coupe le courant, le temps que le groupe ne redémarre, les maisons ne doivent pas être dans l'obscurité. On a acheté des onduleurs qui coûtent très cher. Donc, la personnalité de Faure Gnassingbé seul, en tant que chef d'État, nous coûte énormément cher en termes d'entretien. C'est pour ça que je pose la problématique de sa résidence de fonction et de sa résidence secondaire. En temps normal, le président a une résidence de fonction. Les frais d'entretien sont pris en charge par l'État. Il a une résidence secondaire. Les frais d'entretien sont aussi pris en charge par l'État. Le reste, basta, il s'en occupe du salaire qu'il gagne et de l'argent qu'il a. On ne peut pas accepter qu'un chef d'État qui multiplie les maisons dans le pays, les résidents dans toutes les régions, c'est les contribuables, c'est-à-dire vous et nous, qui payons ces factures. Voilà le débat que je pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que M. Faure Gnassingbé construise des maisons. S'il a l'argent, s'il peut construire 100 maisons au Togo, il a le droit de construire des maisons. Mais à partir du moment où il est chef d'État, nous devons limiter l'argent que l'État doit dépenser pour l'entretenir. Vous savez, en Angleterre, à un moment donné, il y a eu un débat au Parlement en Angleterre pour limiter les privilèges de la royauté. Parce qu'à un moment donné, il a été constaté à travers les chiffres que la reine, ses enfants, les princes, leurs femmes revenaient excessivement cher au royaume. Et donc, ça mettait en difficulté le trésor public. Donc, on a été obligé, le palais de Buckingham a été obligé de se séparer de certains châteaux, de les sortir du patrimoine, pour que l'entretien vienne directement d'eux. Alors, d'où vient que chez nous au Togo, les Togolais doivent se saigner pour entretenir toutes les résidences que Faure Gnassingbé a construites partout, y compris les résidences que son père a laissées, que lui a incorporées dans son patrimoine. Et Yandema, pendant son long règne, a suffisamment volé de l'argent, et que dans la succession de ses biens, ses enfants doivent être capables d'entretenir ces maisons qu'il a laissées. Ce n'est pas aux Togolais de continuer par entretenir le Médeux, de continuer par entretenir Elavagno, de continuer par entretenir le château de Pia. Ce n'est pas aux Togolais de faire ça.
C'est à la famille Gnassingbé de rouler sur l'argent que leur papa a laissé pour entretenir les biens de leur papa. Mais là, on se retrouve dans un flou total où, en plus de lui-même, ses propres résidences personnelles, je parle de Faure Gnassingbé, il a inclus dans son patrimoine les résidences que son père a laissées. Et tout ça, c'est nous qui payons les factures. Dans l'Europe médiévale, la société était divisée comme telle que suit. Il y avait ceux qui prient, qu'on appelait les oratores. Donc c'est le clergé, ce sont les hommes d'église. Il y a ceux qui combattent, qu'on appelait à l'époque les bellatores. Ce sont les nobles, les princes, les chevaliers, les seigneurs. Et il y a ceux qui travaillent, qu'on appelle les laboratores. C'est eux les paysans, les tenanciers, les vilains, les serfs, tous ceux qui étaient réduits en esclaves. Avant la Révolution française, la société en avait marre de tous les avantages induits du clergé et de la noblesse. Exactement comme on en voit aujourd'hui au Togo. Parce que ce que les gens ont vécu et qui les a poussés à faire la révolution dans des années dans d'autres pays, il y a 2 siècles, tout ça, on vit la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la structure de notre pays, il y a ce qu'on appelle la minorité pieuse que lui-même a décrit, dont lui-même est le chef. Il y a tous ceux qui tournent autour du système et il y a la plèbe, ceux qui sont là et qui ont de la peine à boucler un repas par jour. Et c'est la plèbe qui est saignée pour entretenir la minorité pieuse, pour entretenir leurs factures, entretenir leur maison, entretenir leur billet d'avion, entretenir leur maîtresse. On a abouti à quoi? On a abouti à la Révolution en 1789, à la prise de la Bastille, à l'arrestation du roi, des princes, à leur exécution, à la confiscation de leurs biens, à la confiscation des biens du clergé. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des châteaux en France, en tout cas une grande partie des châteaux, que ce soit le château de Versailles, les plus grands châteaux, le château de Sceaux, tout ça, c'est des châteaux qui appartenaient à des princes, qui ont été saisis par le peuple après la Révolution, et qui sont aujourd'hui inscrits dans le patrimoine du pays. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes choses. Où Faure Gnassingbé, avec toute sa famille, en grand monarque, il est au-dessus. Il bénéficie de tous les privilèges et le peuple qui a fait continuer de l'entretenir. Je viens de lister toutes les résidences de Faure Gnassingbé, celles qui sont connues comme celles qui ne sont pas connues. Dites-moi qui paie les factures de ces résidences-là. Ce sont les contribuables. Est-ce que le peuple togolais doit payer les factures de 2 résidents de Faure Gnassingbé, de 3 résidents, de 4 résidents, de 5 résidents, de toutes ces maisons-là? Combien l'État prend en charge et combien lui-même il doit prendre en charge? Parce que quand on parle de l'État, c'est nous. Il est président de la République, d'accord. Mais de toutes les résidences qu'il a, combien l'État entretient, combien lui-même doit entretenir? Il ne peut pas mettre l'entretien de toutes ces résidences dans la cagnotte de l'État. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il construit une maison quelque part, c'est l'État qui prend l'entretien de la maison en charge. Ce n'est pas normal. Donc, vous avez le premier citoyen du pays, Faure Gnassingbé, qui a multiplié les résidences sur l'ensemble du territoire, qui ne paye pas ses factures. C'est la résidence de fonction des Adémans. Parce que le camp hérité, c'est un domaine public. C'est un domaine qui appartient à l'État. Mais les Gnassingbé en ont fait leur propriété privée. Madame Badania qui est là-bas, dans la loi des finances, il y a cela 4 ans ou 5 ans, vous voyez les détails de la loi de finances à la présidente, vous voyez qu'on débloque 100 millions quelque part pour entretenir Madame Badania qui est là-bas. Elle vit là-bas avec ses enfants. Il ne paye ni électricité, rien du tout. Quel est le statut de Madame Badania qui est aujourd'hui au Togo? Elle est première dame, même si elle est première dame, c'est l'État qui prend en charge ses factures d'électricité? Impossible. Donc, voilà un autre aspect. Maintenant, vous prenez
Avant, c'est la présidence qui payait toutes les factures des enfants Gnassingbé. C'est pour ça que je dis, c'est nous qui entretenons les Gnassingbé depuis des années. C'est la présidence qui payait leurs factures. Je pense que depuis qu'il y a eu des problèmes entre eux, et d'autres ont été contraints de payer. Qui paye les factures? Qui paye les factures? Qui paye ça? La société va là-bas pour demander de payer les factures. Les agents de la société vont chez eux. Les briquets, tout ça là. Qui paye leurs factures? Je suis en train de vous lister les gens qui sont au-dessus de la loi. Les gens qui sont déjà riches, mais ne payent pas leurs factures. Et c'est les pauvres qu'on contraint de payer les factures. Et c'est eux qui utilisent plus l'électricité que les pauvres. Toutes ces maîtresses-là, qui payent les factures? Continuons. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, ils ne payent pas leurs factures. C'est l'État qui paye leurs factures. Jusqu'à une certaine proportion, ils ne payent pas leurs factures. C'est l'État qui paye leurs factures. Reste à savoir si l'État le paye pour la société ou l'État ne paye pas. Les ministres, ils ont un quota qui ne paye pas. Ils ont un niveau de consommation qui est pris en charge par l'État. Même il y a des ministres qui ne sont plus ministres depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. L'État continue de payer à leur place. Ils ne payent pas de facture. Les gens qui sont au gouvernement, vous comprenez pourquoi ceux qui sont au gouvernement depuis 15 ans, 20 ans, ils n'ont jamais vu une facture d'électricité. Parce que ce n'est pas eux qui payent. C'est nous qui payons pour eux. C'est pour ça que les gens se permettent de climatiser leur garage. De climatiser là où leurs chiens dorment. Il m'a été rapporté que dans la maison d'une des maîtresses, le climatiseur tourne 24 heures sur 24. C'est le jour que le climatiseur est tombé en panne que les gens ont su que le climatiseur ne travaille pas, qu'il faut la remplacer. Ça tourne 24 heures sur 24. Tout ça, ce sont les charges pour la République. Maintenant, en dehors de ces gens-là, les villas fantômes, je vous ai dit tantôt, il y a des villas fantômes à Lomé. Il y en a plein qui sont des villas qui sont réservées, parfois c'est des lieux de détention arbitraires. Il y en a, j'en connais une à la cité qui est vers le collège protestant là-bas, truffé de caméras, on ne sait jamais ce qui se passe dedans. Il y en a vers Agoué, en allant vers l'échangeur où on détient les gens là-bas, ce sont des villas. Il y en a plus partout comme ça dans la ville qui payent les factures de ces villas fantômes. Certains villas servent à loger des marabouts une année sur une année avec leur famille qui payent les factures. Je suis en train de vous décrire ce qui nous coûte la dictature, ce qui nous coûte le régime en termes de dépenses, en termes de charges pour les citoyens. Et vous dire que en décrivant ces charges-là, vous comprenez que les Gnassingbé sont comme une famille royale que nous entretenons depuis des années. Nous n'avons droit à rien, eux ils ont droit à tout. Donc on a tout ça. Après, on a les casernes militaires. On a les casernes militaires. Les dépenses des casernes militaires sont budgétisées au niveau du budget de l'armée. Est-ce que l'armée paye la sûreté? Jamais. Mais c'est dans les casernes militaires qu'il y a plus de fraude dans l'électricité. Que les gens utilisent l'électricité pour faire du glaçon, le grand bloc de glaçon pour vendre, pour faire tout ce qu'ils font dans les casernes. Les femmes de certains officiers sont devenues des grands commerçants de glaçons, de grands blocs de glaçons. Tout ça sur le dos de la République. Les casernes militaires. Est-ce qu'on paie les casernes paient l'électricité? Les commissariats, les brigades de gendarmerie. Mais il y a un budget pour le ministère. La gendarmerie, et les commissariats font partie du ministère de la Sécurité, la gendarmerie aussi.
L'armée, c'est les casernes. L'argent qu'on budgétise pour que l'armée puisse prendre en charge les dépenses en électricité. Qui paye ça? Si l'armée ne les paye pas, l'argent la passe où? Qui détourne ça? Tout ça, ce sont des manques à gagner énormes pour la société. Ensuite, les barons qui trafiquent les compteurs. Observez très bien la ville de Lomé. Vous verrez qu'il y a certaines grandes maisons qui ne sont pas branchées par le courant sur le poteau. Et il y en a où c'est un câblage souterrain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compteur. Les gars, ils sont branchés directement sur le poteau, mais à travers un câble qui passe dans le sous-sol, dans le sol. Observez un peu Lomé. Ceux qui ont le coup d'œil, vous allez voir certaines maisons où il n'y a pas de branchement d'électricité à partir du poteau. C'est des gens qui sont branchés directement sur les transfos à partir d'un câble sous-sol. Il y a un câblage souterrain. Ces gens-là, ils utilisent l'électricité, c'est open bar. Les climatiseurs ne sont jamais éteints, c'est 24 heures sur 24. Ils vivent dans leur chambre comme si c'était en Sibérie. Alors, d'où vient que on veut redresser la société et on n'a pas fait un audit financier, on n'a pas fait un audit des ressources humaines, on n'a pas fait un audit du réseau pour savoir si le réseau est efficace, à quel niveau du réseau on trafique le courant. Et on se lève un matin, on ne nous donne aucun chiffre. On dit oui que l'État fait 30 milliards de subventions, l'État a construit les centrales Kekeli, Contour Global, centrales de Blita, et que l'État est fatigué de faire la subvention, donc l'État augmente les coûts de l'électricité. Mais c'est de la pagaille. Si l'État faisait la lutte contre la fraude et toutes les consommations impayées, en commençant par Fond Yassimbe jusqu'au dernier de ses ministres, je suis sûr que la société ne serait pas tombée en faillite. La société n'aurait pas un manque à gagner aussi énorme. Le reste ne serait que des petites histoires. Donc, on ne serait pas obligé de venir obliger les citoyens à payer le coût de l'électricité. Ce que je vous dis là, les faits que je suis en train de vous narrer là, c'est factuel, vous pouvez les toucher. Que quelqu'un vienne ici me dire que nous sommes des citoyens, que nous avons le droit, ou bien nous avons le devoir de payer l'électricité dans toutes les résidences qu'il faut la construire. Ce n'est pas possible. Il est chef de l'État, d'accord, il a des privilèges liés à sa fonction, d'accord, il a peut-être droit. C'est aussi une faille qui permet aux agents de la société de faire des fraudes. Il y a des gens qui ont installé en leur nom des compteurs sur leur deuxième maîtresse, leur copine, leur troisième maîtresse, les amis, ils prennent l'argent. À partir de cette faille-là, à partir de cette faille qui consiste à ce que les gens de la société aient des avantages liés à leur appartenance à cette société-là, les gens ont construit, les gens ont loué des maisons à leur maîtresse, à leurs frères, à leurs cousins. Les gens sont allés même prendre des noms d'autres personnes. Ils ont enregistré les compteurs en leur nom. Eux, ils prennent l'argent. Ça se trouve aussi à la société. Quand vous situez la part de responsabilité des autorités, il faut situer la part de responsabilité des citoyens. C'est comme ça qu'on est objectif. Il y a des gens qui m'ont dit une fois que oui, Air Afrique était une belle compagnie, mais les Français ont fait ici pour couler ça parce qu'ils voulaient faire passer c'est pas Air France. J'ai dit oui, mais nous aussi on est responsables. Quand on a dit que Air Afrique là, c'est pour les Africains et que les gens avaient des possibilités de voyager avec des forfaits, les gens mettaient leur famille, leurs enfants, tout. Ils payaient les billets à 50 000, Lomé Paris, ils venaient, ils mettaient les nourritures dans la soute, tout pour venir vendre. Conséquence, la société a écoulé Air Afrique, c'est ça la gestion que nous faisons de notre société. C'est la même chose dans la société. Les agents de la société aussi sont responsables de ça. Si demain la société ferme, mais vous êtes aussi responsable. Parce que ce qu'on appelle Fiohabelu, c'est pour l'État, donc les gens pensent que comme c'est pour l'État, il faut l'utiliser. Et si ça se garde, on s'en fout, c'est pour l'État, c'est pas pour moi. Fiohabelu. Donc, on s'en fout.
Mais vous allez perdre vos boulots. Vous allez perdre vos boulots. Vous allez perdre vos emplois. Donc, il y a tous ces gens-là qui fraudent les compteurs qu'on a arrêtés. Le jeune homme qui a détecté un fraudeur de compteur à la présidence, dont j'ai parlé dans un live là. Vous savez qu'il a été décoré le 27 avril. Il y a un jeune homme, un agent de la sûreté, qui a arrêté, qui a détecté une fraude organisée par un responsable de la présidence, un fonctionnaire de la présidence. Et le fonctionnaire s'est fâché, on a arrêté le jeune homme. On a gardé la DCPJ. Vous savez que le jeune homme là, l'agent de la sûreté, il a été décoré pendant le 27 avril. Mais quelqu'un qu'on a arrêté, qu'on a déposé la DPJ, le président va le décorer après. Maintenant, celui qui a fraudé le compteur, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est toujours à la présidence. Il y a une jeune dame qui est l'agent de la sûreté à Kara, dont la maman est adjointe au maire là-bas. C'est une grande dame à Kara qui est très influente, qui est la présidente des femmes au grand marché de Kara, qui a une boutique qu'on appelle Elino, qui est maire adjointe. Sa fille qui travaille à la sûreté, à un restaurant. Les agents de Lomé sont partis à Kara faire un contrôle. Elle a fraudé le compteur 5 millions. On lui a fait une amende de 5 millions. Elle a refusé de payer. Sa maman a tempêté. Elle est allée à la sûreté faire du bruit. Elle a refusé de payer. Ils sont revenus faire un second contrôle. Elle a toujours trafiqué encore. La sûreté a été obligée d'emporter le compteur. Aujourd'hui, elle prend le courant chez le voisin. Vous avez des cas comme ça partout dans le pays. Les gens qui ont fraudé, qu'on a arrêtés, et on a dû les laisser, il y a des influences, on a menacé les gens. Donc, dans ces conditions-là, comment voulez-vous que la société ne tombe pas à faillite et qu'aujourd'hui, on repercute ça sur les Togolais? Pour finir, est-ce que Faure Gnassingbé a l'obligation de nommer 2 ministres de mines et de l'énergie alors que la société est en faillite? Vous savez que le ministère des mines et de l'énergie a 2 ministres. Il y a le ministre principal qui est Robert Ekolo, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, en tout cas c'est un Ekolo. Et il y a le ministre délégué Kakati qui lui-même était précédemment directeur de la société. Quelle est cette façon de gouverner un pays où on ne peut pas capitaliser les mêmes ressources qu'on a et on nomme 2 ministres dans un ministère qui est en faillite? Sachant que quand on nomme 2 ministres, c'est des avantages indus. Donc Robert Ekolo, il ne va pas payer l'électricité, il aura une voiture de fonction, il aura les bons d'essence, la société va lui donner des bons d'essence. Kakati pareil, il va avoir une voiture de fonction, il va prendre une voiture à la société va payer son courant, va lui donner des bons de carburant. Donc c'est des charges pour l'État. Vous savez que la société est en faillite et qu'on va presser les Togolais de payer quand vous créez un Sénat qui est budgétivore, quand vous payez des députés ou des sénateurs qui vont rester là, ne rien faire. Vous savez que le pays est en difficulté et vous augmentez le nombre de députés. Vous savez que le pays est en difficulté et vous organisez des sommets inutiles à Lomé. Quand vous êtes en train de faire médiation à la RDC, vous amenez les anciens chefs d'État qui paient les factures. Donc, chers compatriotes, voilà ce que moi j'ai à dire sur la société. Sans oublier que les Gnassingbé ont pris des marchés là-bas qui n'ont jamais exécuté. Ils ont pris des milliards sans exécuter les marchés. Gnassingbé, c'est aussi un autre cas. C'est aussi je ne sais pas comment dire ça, un pourfendeur de la société. Je ne sais même pas comment dire. C'est les gens qui ont mis la société en genoux. Gnassingbé, ils prenaient des marchés là-bas. Transformateurs, je ne sais pas, compteurs, tout. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Qu'on nous dise que le Togo qui a eu un ministère de l'économie numérique, on ne peut pas trouver des jeunes pour concevoir des logiciels, pour suivre les factures. Au Ghana, on est en train d'introduire le suivi des factures sur les téléphones. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu es citoyen ghanéen, ils ont commencé les expériences. Tu peux avoir ton téléphone et tu suis ta consommation. Comme ça se passe en Europe. Avec certains prestataires. Tu as ton téléphone, tu suis ta consommation. Et tu sais comment la réduire quand ça ne va pas. Ils ont commencé par installer ça sur les téléphones des gens au Ghana. Pour que les gens suivent leur consommation. Au Togo, nous sommes encore au temps des ancêtres, au précambrien, où
Les gens ont leur facture ou suivent leur consommation sur leur téléphone. Oh, les Ghanéens ont commencé par faire l'expérience. Au Togo, c'est la bouche. C'était un pays sans vision, rien du tout. Donc, chers compatriotes, ce qui arrive à la société et qui oblige aujourd'hui l'État à augmenter la facture, c'est la mauvaise gestion. Il n'y a rien à ajouter. Et si l'État décide de mettre fin à la corruption dans la gestion de la société, si l'État décide de faire un audit du secteur, du réseau, et de détecter tous les voleurs, les fraudeurs de compteurs, l'État ne sera pas obligé d'augmenter le coût de l'électricité, comme l'a dit M. Amouchoupeto. Et je suis d'accord avec lui. Son diagnostic est juste. S'il faut Nassibé paye ses factures et qu'on ne répercute pas ses factures pour comme un manque à gagner la société ne sera pas en difficulté. Si les ministres en fonction payent leurs factures normalement, on n'aura pas de problème. Si les casernes militaires payent les factures, on n'aura pas de problème. Si on rationalise l'usage de l'électricité dans les casernes militaires, on n'aura pas de problème. La République providentielle est finie depuis des années. La République providentielle est finie depuis des années. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire aux Togolais. Sans oublier que quand la facture de la société va augmenter, l'eau va augmenter, la facture de l'eau va augmenter. Parce que c'est avec l'électricité qu'on va pomper l'eau, même si vous avez un forage. Il y aura des problèmes dans les foyers. Les gens qui sont en location, les propriétaires vont augmenter les coûts des compteurs additionnels. Les gens qui dépendent des araignées, là où celui qui a amené le compteur vous vend l'araignée à 250 francs le kilowattheure, ou bien 150 francs le kilowattheure, il va l'envoyer à 300 ou 350. C'est des problèmes pour les citoyens. C'est des problèmes pour les citoyens. Maintenant, ceux qui utilisent le courant pour faire tourner les petites usines, comme les fabrications du pain, les fabrications de je ne sais quoi, le coût va augmenter. L'impact est inimaginable. On rentre dans une période où la vie chère va se répandre partout. Déjà que l'inflation au Togo